Je vais vous parler de l'emprunt. On emploie le mot, l'expression emprunt linguistique. Mais je me demande si ce n'est pas une mauvaise formulation. Comme si je dis à quelqu'un, je vais t'emprunter ta voiture. Bon, je ne lui achète pas sa voiture, il ne me la donne pas non plus. Je lui emprunte, c'est-à-dire que je vais l'utiliser à ma façon, dans certaines conditions à respecter bien sûr. Et puis, à un moment donné, je vais lui rendre sa voiture. Ça peut être pour n'importe quel autre objet que la voiture. Moi, je ne conduis pas. Donc, l'emprunt linguistique, est-ce que ça correspond à ce schéma? On peut emprunter des mots, on peut récupérer des mots, mais est-ce qu'on va les rendre, ces mots? Est-ce qu'on va les restituer? Souvent, quand on utilise l'expression, probablement à tort d'ailleurs, d'emprunt linguistique, ça veut dire simplement que la langue s'est appropriée des mots d'une autre langue. Et cette appropriation doit-elle être décrite comme un emprunt? Prenons maintenant la question des relations entre le français et l'anglais. L'anglais a emprunté au français. Est-ce qu'il a emprunté au français? Ou est-ce que, par exemple, si j'importe une matière première, bon, je vais la transformer, je vais la raffiner, tout ce qu'on voudra. Ce n'est pas un emprunt. J'achète cette matière première, ou je me l'empare, peu importe, et j'en fais ce que je veux. Je la transforme. Et elle est en quelque sorte méconnaissable, sous sa nouvelle forme. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée. On pense d'ailleurs à la parabole des talents dans l'évangile. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on prend? Est-ce qu'on le garde tel quel, ou est-ce qu'on le transforme? Est-ce qu'on l'exploite? Est-ce qu'on le fait fructifier, etc. Dans le cas des rapports entre l'anglais et le français, on peut effectivement parler d'emprunt, jusqu'à un certain point. Parce qu'effectivement, ce sont des mots qui sont pris du français et qui sont utilisés tels quels, en tout cas au niveau de l'écrit, même de l'orthographe, en anglais. Et donc, par conséquent, on peut les reprendre, puisqu'ils n'ont pas été modifiés, ils ne sont pas devenus méconnaissables. On peut les reconnaître aisément. Ce n'est pas le cas des rapports, par exemple, entre le latin et le français. Il y a très peu de mots latins qui sont restés tels quels en français. Peut-être avec le temps, mais enfin, apparemment, dans le cas de l'anglais, même au bout de 1000 ans, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est statique. C'est-à-dire que c'est un emprunt, voilà, on met ça là. On pourrait même parler d'une espèce de tête de pont du français au sein de l'anglais, et qui reste tel quel, qui ne bouge pas. C'est pour ça que les rapports du français et de l'anglais ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui existent entre le latin et le français. Et c'est vrai pour les autres langues latines. Elles ne sont pas contentées de prendre des mots latins et puis de les installer dans leur langue en supplément. Parce qu'en fin de compte, elles ont gardé une autre langue. Dans le cas de l'anglais, on a gardé une autre langue sur laquelle on a plaqué une langue étrangère qui est le français. Si l'anglais avait été complètement transformé, à ce moment-là, il se serait latinisé complètement et les mots français ne seraient plus reconnaissables en quelque sorte. Mais là,
la langue anglaise reste une langue germanique, si on veut, mais avec des apports du français qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas intégrés à proprement parler, qui sont gardés tels qu'à l'origine ils étaient à peu près. Même si le français lui-même, par contre, a évolué. C'est un autre cas de figure. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas changé. C'est le français qui a pu changer, mais les mots français qui entrent en anglais sont tels qu'ils étaient en français à l'époque. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. C'est que la notion d'emprunt linguistique doit être modulée et nuancée selon les cas de figure.